vraiment un souci. Donc je ne sais pas ce que vous envisagez de faire pour un peu sécuriser le site à terme. Non. Mais au niveau de la sécurisation du terrain de foot, c'est relativement compliqué. Des clôtures ont été mises pour empêcher les personnes de pouvoir accéder au terrain synthétique en dehors des heures où il y avait une surveillance ou en tout cas où il y avait un encadrement qui était organisé par le RFC Ecosine. Force a été constaté de données les années précédentes que ces clôtures étaient régulièrement forcées ou coupées, en tout cas les accès, et donc ça posait d'autres soucis. Donc tout un temps, les gestionnaires du club ont préféré laisser le terrain libre d'accès en espérant que les personnes qui l'utilisent le fassent de manière responsable et prudente. Force est de constater qu'il y a malheureusement, comme à d'autres endroits, des personnes qui ne trouvent rien de mieux à faire que d'endommager le terrain et de devoir ici procéder à des réfections. Il n'y a malheureusement pas énormément de solutions qui peuvent être apportées. Bon, il y a des caméras de surveillance qui sont disposées au niveau de la gare qui peuvent éventuellement permettre d'identifier des personnes, mais vu l'endroit où se trouve le terrain de football et le nombre d'accès potentiels et donc de sorties potentielles de celui-ci, en ce compris vers des terrains qui sont de nature un peu plus privée, même si on se trouve vraiment sur du privé, mais qui débouche après sur des voiries, c'est très compliqué de pouvoir poster des caméras qui permettraient de surveiller l'entièreté du terrain et de pouvoir le sécuriser. Il ne peut malheureusement pas y avoir non plus de présence en permanence, que ce soit des responsables ou autres policiers. Le terrain est assez éloigné de la voirie également, et donc lorsque les patrouilles viennent, elles ne constatent pas forcément qu'il y a quelqu'un. Il est relativement facile également de se cacher. Donc on appelle vraiment au civisme de tout un chacun et des personnes qui malheureusement procèdent à ces dégradations pour pouvoir faire en sorte que ça cesse, pour le plus grand bonheur des 500 personnes qui pratiquent hebdomadairement le terrain de football du RFC Ecosine et qui a, comme vous l'avez signalé, une école de jeunes qui est vraiment des plus fournies et de grande qualité. Et donc on espère vraiment que le travail sportif pourra se poursuivre en toute sérénité. Pierre ? Okay. Je profite du point sur le RFC pour dire que j'ai rencontré le président ce week-end. Il y avait un petit événement du badminton d'Ecosine sur place. Et vraiment, je voulais le remercier, lui et tous les bénévoles, pour tout ce qu'ils font. Donc c'est vraiment des bénévoles, ils font un boulot de dingue. Et c'est vrai que si en plus ils doivent commencer à les réparer, tous les trous, etc., ils disent qu'il y a des gens qui vont même faire des styles de petits barbecues sur le synthétique, donc c'est pas top. Donc voilà, donc merci à eux, c'est eux aussi qui vont suivre la réfection du terrain numéro 2. Donc je rappelle qu'ils sont bénévoles et le conseil communal, par ma voix, les remercie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce subside ? Non ? J'imagine que je peux avoir votre vote à l'unanimité. Oui. Merci beaucoup. Le point 8, il s'agit d'une convention à titre précaire pour l'occupation du presbytère de Marche-les-Ecosines par l'ASBL Cabella. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Le point suivant, même chose, mais c'est pour la maison des jeunes épidémiques pour la plaine de jeu. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Alors nous avons un dossier de cession de voirie à titre gratuit. Il s'agit de la rue dans le clos l'État-Vertès. Et donc il s'agit de l'aboutissement du dossier qui a vu ce clos naître il y a maintenant plus de 10 ans. Et la voirie arrive au bout de la réception provisoire. Et donc il s'agit de faire la reprise en bonne et due forme pour que ça devienne un lieu public de manière permanente. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, nous avons l'approbation des conditions du mode de passation de marché dans le cadre de l'appel à projet POLEC 2021 pour les audits énergétiques de logements sur la commune d'Ecosine. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, nous avons au niveau de l'urbanisme le projet de schéma de développement territorial. Et donc, il s'agit d'un document qui est proposé par la région wallonne et qui vise dans ses grandes lignes à stopper l'imperméabilisation des sols à l'horizon 2050 et à partir du principe du stop béton et donc de ne plus
construire et empiéter de plus en plus sur les terrains qui sont perméables, en ce compris les zones qui sont rouges au plan de secteur, et ce, de manière progressive, année après année. C'est aussi un schéma qui reprend des orientations d'ordre économique et d'ordre touristique. Nous nous sommes entendus entre bourgmestres de la zone cœur de Hainaut pour avoir une proposition de délibération commune à l'ensemble du territoire et de pouvoir y ajouter pour chaque commune les particularités de celle-ci sur des choses qui sont peut-être plus sensibles chez nous et en tout cas qui ne concernent pas l'ensemble des communes donc de Mons, Borinage et du centre, à savoir pour la commune d'Écossignes que nous regrettons d'une part de ne pas être repris dans les zones d'intérêt touristique. On connaît le potentiel touristique de la commune d'Écossignes et on regrette vraiment de ne pas être repris, comme d'ailleurs la ville de Soigny qui peut prétendre au même titre que nous à ce type d'attractivité. Nous avons également des remarques relatives à la RN 57 dans la mesure où aucune analyse pertinente n'a été effectuée quant à l'option qui est toujours présente dans le schéma de développement territorial de la transformer en autoroute et également n'avoir aucune prise en compte de potentiellement la boucle du Hainaut dans ce cadre de la RN 57. Et donc nous souhaitons et nous vous proposons de remettre un avis favorable sur l'ensemble du document en demandant d'intégrer ces remarques particulières qui concernent la commune d'Écossignes. Sébastien ? Oui, donc nous avons analysé le projet de schéma de développement territorial avec attention. Il nous semble qu'un document plus synthétique et plus lisible aurait dû être rédigé. Le SDT fait quand même plusieurs centaines de pages. Et ici, on sollicite l'avis du conseil communal sur le projet de schéma de développement territorial soumis à l'enquête publique, avis qui doit être remis dans un délai de 60 jours de l'envoi du courrier, à savoir pour le 30 juillet 2023. Les dates arrêtées pour cette enquête publique ont été fixées pour tout le territoire de la Wallonie, du mardi 30 mai au vendredi 14 juillet, à la date où il est appelé à devoir remettre son avis sous peine qu'il soit réputé favorable. Comme le précise le courrier, le conseil communal ne peut que constater que la date de la clôture de l'enquête publique est encore très éloignée de celle du conseil. Il lui est donc impossible de connaître le nombre et la teneur des éventuels courriers formulant des observations ou des réclamations qui pourraient être adressées au collège communal dans le cadre de l'enquête publique en cours sur le projet de schéma de développement territorial. L'actuelle majorité veut faire de la participation citoyenne son cheval de bataille, et ici on est loin du compte. Les moyens de communication mis en place par le gouvernement ont été assez limités également. Et cette manière de faire du gouvernement wallon, de considérer la démocratie et la participation des citoyens à une enquête importante sur une matière définissant pour les prochaines décennies l'évolution des territoires régionaux et communaux, ne peut être acceptée par le conseil communal. On pourrait proposer au gouvernement wallon qu'il formule une nouvelle date d'avis à tous les conseils communaux après la date de clôture de l'enquête publique sur le SDT, dans un souci de démocratie, de transparence, de respect des compétences de chaque entité et de participation citoyenne. On a d'ailleurs consulté l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, qui déplore elle aussi les délais et la période de consultation proportionnés aux enjeux de la réforme et non adaptés aux réalités administratives et politiques. L'Union des villes et communes dit dans son avis qu'il nous apparaît au moins indispensable qu'un délai complémentaire soit laissé aux conseils communaux pour analyser les centralités, les mesures guidant l'urbanisation et leurs implications. Il demande ainsi qu'un délai porté au 15 octobre, par exemple, soit laissé aux villes et communes pour analyser plus avant ces nouvelles notions et leurs implications. Par ailleurs, la cartographie mise à disposition pour l'enquête publique est disponible uniquement en un format, à savoir PDF. Ces cartes ne sont particulièrement précises, dès lors qu'elles ne reprennent que les routes et les reliefs. En définitive, ces cartes sont extrêmement peu lisibles. On peut également s'interroger sur la sécurité juridique concernant ce projet de schéma
et ce dans la mesure où ce processus d'adoption semble faire abstraction du fait qu'un projet de réforme du Code d'été est également en cours en parallèle. Ces deux documents forment au contraire un tout indissociable. Et pour ces raisons et d'autres, nous craignons également des recours au Conseil d'État qui pleuvent contre ce SDT. Voilà. Mais effectivement, c'est ce que nous mentionnons dans le dernier paragraphe, où on regrette le timing extrêmement rapide et le fait que le Conseil communal d'Écosine en particulier, mais la quasi-totalité des conseils communaux se déroule avant la fin de l'enquête publique, voire même pour certains conseils communaux, l'impossibilité de remettre un avis, vu que les conseils du mois de juin se sont déroulés au début du mois et que d'autres n'ont pas été programmés pour pouvoir remettre cet avis. Néanmoins, il nous paraît important de remettre un avis aujourd'hui, même si par la voix de Cœur de Hainaut et d'IDEA, nous avons demandé à avoir un délai supplémentaire pour pouvoir se faire, parce que si nous ne remettons pas d'avis aujourd'hui, il sera réputé favorable par défaut et sans condition. Or, ici, nous souhaitons quand même mettre en avant les éléments qui touchent particulièrement le territoire de la commune d'Écosine. Et sur le fond, je pense que l'idée n'est pas mauvaise de stopper l'imperméabilisation des sols à l'horizon 2050. On constate aujourd'hui de nombreux soucis avec les modifications climatiques, avec une recrudescence d'inondations à certains endroits, des travaux que nous avons dû faire. C'est bien la preuve que des solutions doivent être apportées pour permettre à l'eau d'intégrer le sol et de ne pas ruisseler le long des constructions que nous avons réalisées depuis de nombreuses décennies, voire siècles. Mais donc, à un moment donné, il faut pouvoir prendre des décisions. Donc, on vous propose quand même de remettre cet avis favorable conditionné plutôt que de juste demander un report de délai de clôture sans avoir de certitude, alors de pouvoir remettre un avis du Conseil communal d'Écosine. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point? Je peux avoir votre vote? Donc 9 abstentions et 9 pour la proposition qui est faite. Je vous remercie. Le point 13, il s'agit du programme d'action biodiversité 2023, la convention de mise à disposition d'un terrain du CPS dans le cadre de ce projet. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Merci. Au niveau de la police de la circulation routière, il s'agit de la création de 2 emplacements PMR, un à la rue de la station numéro 35 et à la chaussée de Braine numéro 26. Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, au niveau du plan de cohésion sociale, il s'agit d'un avenant à la convention conclue avec la Croix-Rouge. C'est juste une proposition d'augmentation du subside accordé à la Croix-Rouge en fonction de l'augmentation des denrées et donc pour pouvoir les aider à continuer à offrir leurs services aux citoyens les plus nécessiteux. À l'unanimité. Oui. Merci. Le point 17, il s'agit de la modification du règlement de travail pour adapter celui-ci à des modifications législatives qui ont été opérées sur la loi du 8 avril 1965. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, au niveau du bien-être animal, il s'agit de la campagne de stérilisation des chats errants et des petits soins apportés aux chats errants pour l'exercice 2023, vu que le docteur Desantoine a cessé ses activités. Je t'en prie, Véronique. Voilà, donc par la même occasion, je voulais vraiment remercier la vétérinaire Desantoine pour tout le travail qu'elle a effectué ici sur Écosine et ailleurs, et durant toutes ces années, et la belle collaboration que nous avions avec elle. Donc en fait, chaque vétérinaire a 1 650 € pour la stérilisation des chats errants et une enveloppe de 280 € pour les petits soins concernant les chats errants. Dans l'enveloppe de Madame Desantoine, il restait 1 150 € pour la stérilisation et 158 € pour les petits soins. Donc nous avons regardé par rapport à Humanivet et Madame Leclerc les stérilisations et les petits soins qu'ils avaient déjà effectués. Madame Marchand a déjà épuisé son budget pour la stérilisation des chats, donc avec l'accord des 2 autres vétérinaires, donc Madame Marchand et Madame Leclerc, nous avons redistribué
les 1150 € de la sorte que ça fait 900 € pour Humanivet, 250 € pour la vétérinaire Leclerc, et les 158 € ont été divisés en 79 € pour chacun des deux vétérinaires. Merci Véro. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Alors, le point suivant est un point supplémentaire que vous avez accepté en début de conseil. Il s'agit de la subvention en numéraire direct pour les Arts de la Rue, le Festival des Arts de la Rue. Je t'en prie, Dominique. Merci Xavier. Donc voilà, en fait, au niveau du phare, les documents ont été rentrés au niveau de notre directeur financier. Peut-être un peu plus tard que la date où... si, ça a été fait. Parce qu'en fait, il y a eu des échanges courants entre l'ASBL et l'administration de la commune. Et donc, en fait, on va en profiter aussi, vu qu'il y a une question sur le phare en oral. Donc, je vais profiter ici pour mettre en lumière aussi tout le travail qui est réalisé par l'équipe du phare. Et avec aussi des chevilles ouvrières qui sont là depuis les 10 ans. Parce qu'effectivement, l'équipe se renouvelle. Mais il y a 2 chevilles ouvrières qui sont là. Il y a notamment Arnaud Bourgis, qui est l'actuel président, ainsi que DJ Kai, qui est l'ancien directeur du Centre culturel régional du centre, donc de Centrale. Et donc, avec qui il est très plaisant de travailler. Et je dois dire qu'au niveau de l'équipe, il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Donc, on sait qu'au niveau de la subvention annuelle, elle était de 58 000 €. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur art forain, rue et cirque, il y a eu un subside extraordinaire en 2022 qui s'est élevé à 40 000 €. Donc, je crois que c'est déjà pas mal de travail que pour aller rechercher des subventions pareilles. Il y a aussi le partenariat avec Centrale, qui a alloué un subside, plus la convention. Donc, il y en avait pour 11 474,38 € en subvention pour le phare. Un travail a été réalisé aussi par l'équipe par rapport à la loterie nationale, avec une aide au projet 2022 de 10 000 €. PK Mons-Mars, aide au projet de médiation en 2022, aussi avec une subvention de 3 850 €. La province du Hainaut est aussi passée en coproduction pour 1 800 €. Un partenariat aussi a été développé, comme déjà depuis plusieurs années, avec l'article 27 de la région du centre, pour une contribution à la médiation 1 050 €. Emploi, qui était un sponsor, 840,95 €. Et puis il y a la billetterie qui a rapporté 4 288 €. Le marché artisan et food truck avec une recette de 2 197,50 €. Le bar a rapporté 8 596,20 €. Et le merchandising et autres avec une recette de 2 154,40 €. Et donc l'ensemble du volume financier était de 144 251,43 €. Donc par rapport au travail de l'ASBL en elle-même et du groupe qui développe le festival, je crois qu'on peut aussi être fier du travail que l'équipe a réalisé. Merci Dominique. Sébastien ? Oui, donc contrairement à ce qui a été dit par les chemins de la culture, j'ai eu le directeur financier en ligne aujourd'hui qui m'a dit que les pièces justificatives n'avaient pas été transmises pour les comptes 2021 et 2022. Enfin, je ne vais pas être très long par rapport à ça. Mon collègue Bernard Rossignol en parlera dans le point complémentaire. Et donc on s'abstiendra sur ce point et Bernard développera le point dans les points complémentaires. Merci. Donc on peut avoir le vote 9 abstentions et 9 voix pour, c'est bien ça ? Oui. Merci beaucoup. Alors la première question est posée par Sébastien au niveau des festivités. Je t'en prie. C'est sur les... tableaux de festivités. Ah oui, d'accord. Okay. Tu ne sais plus les questions que tu poses, Sébastien. Si, mais bon, tu les transformes à chaque fois, donc... Voilà, donc... Je ne savais pas que c'était à ce point à transformer.
Donc, question, M. Xavier Dupont, bourgmestre, information à la population sur les démarches administratives dans le cadre d'organisation de manifestations à Écosine, demande d'information. Les démarches administratives ont tendance à se complexifier au fil des années. Celles-ci se complexifient aussi sur le plan local. Pas évident dès lors pour un responsable de l'association de savoir comment remplir un dossier sécurité d'une 15aine de pages, les délais à respecter, etc. Pour être responsable d'un groupement, il n'est pas demandé d'avoir des compétences spécifiques sur le plan administratif. Pourquoi dès lors ne pas organiser une séance d'information sur le sujet, en présentiel et via visioconférence, avec des représentants de la zone de police? Pourquoi au sein de l'administration communale ne désigneriez-vous pas une personne de contact en cas de souci pour remplir ce dossier sécurité? La recherche d'informations vaut également pour les particuliers lorsqu'ils ont envie de fêter leur anniversaire, leur mariage, etc. Demande d'information, merci. Bien, Sébastien, merci pour cette question, mais je dois quand même m'étonner quelque peu de son propos, en particulier le début de l'intervention, quand tu prétends que les démarches se complexifient. En effet, les seules modifications qui ont été apportées au document depuis que tu étais échevin, ce sont les noms du bourgmestre et du coordinateur en planification d'urgence. Il n'y a rien d'autre qui a changé, peut-être la case à cocher pour les gobelets réutilisables, mais sinon, il n'y a aucune modification qui a été apportée à ce document depuis au moins 11 ans. Et donc, pour le reste, les procédures et le contenu du dossier sont restés les mêmes que par le passé. Toutefois, j'ai le plaisir d'annoncer que le travail qui est actuellement mené par la zone de police et les 4 communes de notre zone sur les modifications du règlement général de police touche à sa fin. Et nous aurons l'occasion, lors d'un prochain conseil communal, j'espère au mois de septembre, de proposer à cette assemblée un nouveau règlement général de police. Après l'adoption de celui-ci, il est prévu une numérisation du dossier de sécurité pour permettre aux organisateurs d'événements de le compléter en ligne et, suivant les cases cochées, de ne pas devoir répondre à des questions qui n'ont pas forcément d'objet. Par exemple, si un organisateur coche la case manifestation culturelle, il ne devra pas répondre à des questions relatives à une activité sportive. Cette technique n'est malheureusement pas possible à ce jour avec une version uniquement en papier. Il sera proposé lors de l'adoption de ce nouveau règlement général de police que seules les manifestations regroupant plus de 200 personnes fassent l'objet d'un dossier de sécurité complet. Il est bien entendu que si l'organisateur en déclare 150 alors que nous savons pertinemment bien qu'il attend plus de 1000 personnes, il y aura une rectification du nombre de personnes annoncées et le dossier devra être complété. Pour les manifestations qui regroupent moins de 200 personnes, un dossier simplifié va être créé en partenariat avec la zone de police. Et donc, lorsque ce nouveau règlement général de police sera adopté et que les dossiers de sécurité seront disponibles, une information sera donnée aux organisateurs d'activités sur la commune. Merci Xavier pour cette réponse. Quand je te disais que les démarches avaient tendance à se complexifier, je ne parlais pas spécialement de l'ancienne majorité, je te parlais de manière générale dans la vie de tous les jours. Par rapport à il y a 50 ans, c'est plus complexe qu'avant pour toutes les démarches de manière générale. Et donc voilà, je suis très heureux qu'il y ait une séance d'information qui va être faite. Enfin, je pense que ce n'est pas si simple que ça. C'est une proposition qui m'a été faite par un responsable d'un groupement que je relaye ici au conseil communal, une proposition constructive, une de plus, que nous relayons ici au conseil communal, et je suis très heureux qu'une information va être faite vis-à-vis de la population. Voilà, merci. Alors, la question suivante, toujours posée par Sébastien, qui concerne les déchets. Oui, merci. C'est bientôt les vacances. C'est les questions des mois suivants que tu étais en train de passer. On est déjà prêt jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc c'est une question concernant les déchets à Écosine. Donc des dépôts clandestins sont présents de temps à autre sur la voie publique à Écosine. S'ils restent durant une plus longue période sur le terrain communal, certains citoyens ont parfois tendance à venir y déposer d'autres déchets. Il est dès lors important d'être réactif afin d'éviter que ces dépôts s'accumulent. Lorsque la gardienne de la paix est en congé, appel est-il fait systématiquement à la zone de police Hauts-de-Seine pour effectuer le suivi? La gardienne de la paix a-t-elle dès à présent suivi la formation ad hoc? Est-elle dès à présent assermentée? Serait-il possible de nous dresser un tableau du nombre de dépôts constatés et du nombre de cas élucidés durant ce premier semestre 2023? Combien de PV ont été dressés? Demande d'information, merci.
Bien, merci Sébastien pour cette question. Alors, de manière factuelle, je peux t'indiquer que notre gardienne de la paix est tout à fait habilitée à constater les infractions de ce type. Depuis le début de l'année 2023, 66 dépôts ont été constatés, dont 5 gros, c'est-à-dire supérieurs à 3 mètres cubes. Pour 6 dépôts, il a été possible d'identifier le contrevenant et dresser un rapport. La question me permet de faire le point sur la brigade propreté qui a été mise en place à l'initiative de notre gardienne de la paix. La brigade propreté, c'est la collaboration entre la gardienne de la paix et les équipes de propreté publique. Elle est actuellement composée de 9 personnes. Ses objectifs sont de centraliser les interventions de manière hebdomadaire pour permettre les enquêtes, la phase répressive et surtout le travail de prévention et de sensibilisation des citoyens. Alors comment ça se passe? Lors du signalement d'un dépôt sauvage, un constat est dressé par la gardienne de la paix. En parallèle, elle établit un listing des dépôts constatés pour l'enlèvement par l'équipe de propreté publique. Des photos, des fouilles et enfin l'enlèvement sont réalisés. Par la suite, les déchets sont ramassés et sont triés au sein du dépôt communal. Au niveau de la sensibilisation, vous avez pu voir notamment fleurir, outre des flyers qui sont distribués, des autocollants sur les poubelles publiques. Il y a des macarons intitulés « Ici commence la mer » qui sont disséminés un peu partout à proximité des avaloirs, ainsi que des pochoirs qui sont réalisés. Il y a également des bâches qui sont installées à des points noirs comme étant identifiés là où pas mal de déchets sont présents de manière très régulière. Et il y a une action « J'entretiens devant chez moi » qui a été mise en place par cette équipe. Lors du dernier marathon de la propreté, sur 5 jours d'action, ce sont 300 personnes qui ont été sensibilisées, 200 flyers distribués, 150 cendriers de poche, 200 poubelles de voitures et 100 kits pour les déjections canines. En outre, les missions remplies sont nombreuses. Il y a les dépôts sauvages, comme vous en parlez dans la question, les dépôts sauvages de canettes, les dépôts sauvages aux abords des poubelles publiques, l'absence d'entretien des trottoirs, les travaux réalisés en voirie publique sans arrêter, le contrôle, pour autant qu'on puisse appeler ça contrôle, mais des déjections canines, il est toujours difficile de trouver les contrevenants, les chiens qui aboient excessivement, des infractions qui sont liées au code de l'eau, notamment des personnes qui déversent des produits qui peuvent se révéler toxiques dans les avaloirs, des graisses de frites, etc. Il y a toute une opération relative au stationnement gênant ainsi que la dégradation du patrimoine public. Je tiens ici à remercier chaleureusement notre gardienne de la paix qui fait preuve de beaucoup d'imagination dans le cadre de son travail et surtout du travail de prévention qui est toujours très proactif pour pouvoir créer de nouveaux visuels et soit les distribuer, soit les faire apposer lorsqu'il y a des contrôles. Tous les membres de la brigade propreté publique, parce que malheureusement, ils font un travail qui est énorme, mais qui est toujours à recommencer. Merci pour cette réponse. Je me pose également des questions concernant l'article censé du règlement général de police qui a été voté par le conseil communal concernant la collecte des déchets ménagers, qui précise qu'on peut déposer ces déchets X heures avant la collecte et qu'on doit les reprendre X heures après la collecte. Vu les nombreux ratés d'IGA, on peut comprendre une certaine souplesse dans l'application du règlement, mais force est de constater que ce règlement n'est pas respecté dans les faits. En sillonnant dans les rues d'Écossynes, on peut se rendre compte du nombre très important de conteneurs qui restent stationnés en permanence sur la voie publique, ce qui donne quand même un cadre disgracieux à la commune. Quand un citoyen arrive dans la commune, ce n'est pas très élégant de voir toutes ces poubelles qui traînent. On ne veut pas coller des PV à tout va, c'est pas ce qu'on demande, mais je pense qu'il serait quand même bon de rappeler la règle prévue dans le règlement général de police aux citoyens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous invite à me poser la question au prochain conseil communal, vu que la réplique
c'est de réagir à ce qui vient d'être dit et de ne pas poser une nouvelle question. Et donc, si vous voulez poser une question sur l'article 116 du RGP, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre au mois de septembre. La question suivante est posée par Arnaud Delavert au niveau des nuisances liées aux baignades dans les carrières. Je t'en prie, Arnaud. Donc, question à Monsieur Xavier Dupont, bourgmestre et membre du collège de police. Nuisances liées aux baignades dans les carrières. Demande d'information. Les trous de carrière des Causines attirent toujours les baigneurs, malgré le danger réel et le risque d'amende. En ces journées de forte chaleur, les baigneurs s'y regroupent et bravent l'interdit. Depuis de nombreuses années, on dénombre plusieurs accidents mortels et plusieurs riverains se plaignent des nuisances engendrées aux abords des carrières des Causines. Voici un témoignage parmi d'autres. Bonjour, je viens d'avoir des gens complètement bourrés devant chez moi. Ils ont tapé sur ma porte plusieurs fois. Ils étaient garés devant ma maison. Ils criaient. Il y en a un qui a vomi devant chez moi. Je n'en peux vraiment plus d'avoir ce genre d'incivilité devant chez moi, sans oublier des canettes ou des déchets qui traînent partout. Et en plus, tous ces gens prennent le trottoir devant ma façade pour un parking. J'espère que vous pourrez faire quelque chose. Ma question est donc, envisagez-vous de faire appel à la police fédérale pour mener une action d'envergure au départ de la gare des Causines, avec par exemple des drones? Que comptez-vous faire pour faire respecter le parking riverain à la rue de l'Avenel? Demande d'information. Merci Arnaud pour cette question. Alors nous avons constaté cette année-ci une situation qui est totalement différente de celle des autres années. En effet, malgré une météo particulièrement propice et un thermomètre dépassant anormalement les températures saisonnières, il n'y a pas eu énormément de tentatives d'accès aux carrières écosinoises. La zone de police de la Haute-Seine a depuis le début du mois de mai mis en place des patrouilles de dissuasion et de nombreux passages ont été effectués sur les trajets habituellement empruntés par les baigneurs. Seules 13 personnes ont été contrôlées cette année sans que l'on puisse constater d'infraction au règlement général de police. Il faut quand même rappeler que pour les années précédentes, on est à plusieurs centaines. Par ailleurs, aucun appel, pour des incivilités sur la voie publique n'a été reçu par la zone de police, ce qui tend à confirmer ce qui précède. Une opération en collaboration avec la police fédérale était prévue la semaine dernière, mais vu le peu d'activité constatée, celle-ci a été annulée. Jusqu'à présent, pour cette année, et j'espère que la situation se maintiendra, seul un incident s'est produit au sein même de la carrière de Scouflény. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous annoncer, avec beaucoup d'enthousiasme, je ne vous le cache pas, que des activités ouvertes au public vont prochainement se lancer au sein de la carrière de Scouflény. L'ouverture du site va se faire en plusieurs phases. La première commencera le samedi 8 juillet prochain. Elle permettra la pratique de la plongée sous-marine dans ce plan d'eau de 15 hectares, ainsi que la nage longue distance dans le cadre d'activités de triathlon. Le paddle et le kayak pourront également être pratiqués pour des personnes qui possèdent le matériel lors de cette première phase et lors de phases suivantes, du matériel de location sera disponible. Par ailleurs, une première réunion entre le gestionnaire du site et le service environnement de la commune s'est déroulée la semaine dernière afin d'envisager d'autres possibilités d'accès pour les habitants de la commune des Causines, notamment un lieu de promenade avec des possibilités de vue sur le plan d'eau avec des panneaux didactiques qui devraient être installés et une sécurisation du site. Ce renouveau d'activité au sein de la carrière de Scouflény est sans doute une des raisons de la diminution des tentatives d'accès illégales. L'occupation plus régulière du site ne manquera pas non plus de contribuer au retour d'une sérénité par rapport à celui-ci, en particulier lors de la saison estivale. Merci pour ta réponse. Donc en effet, j'avais vu passer cet article par rapport à la carrière de Scouflény. Donc ils disent bien qu'il n'y aura pas de nage libre et qu'il faut un permis plongée. Il faut 2-3 trucs supplémentaires pour avoir accès. En effet, kayak, triathlon, paddle, mais pas de nage libre. Donc est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il y a moins de nage dans l'autre carrière? Je ne sais pas. Je pourrais aussi mettre en avant le fait que l'été et les vacances scolaires commencent plus tard. Et donc pour l'instant, tu parles de 13 personnes et que c'était une centaine l'année passée. On fera le point en septembre, mais voilà, début de l'été, les vacances scolaires retardées, c'est peut-être ceci qui explique cela. En 2018, je vais m'adresser à Julien et Muriel maintenant, sans question, juste ma réplique. Le groupe Écolo a annoncé sur son site la carrière de Scouflény à nouveau accessible au public. Donc, sur son site, le groupe Écolo avait annoncé une intention de collaborer à rendre à nouveau l'accès de manière encadrée à l'une des carrières non classées en zone verte. Ce projet devait initier une dynamique constructive pour limiter les accès sauvages au site et les impacts sur la sécurité des personnes, la propreté du lieu et la tranquillité des riverains. Et voilà, aujourd'hui, ça serait souhaitable
que ce projet voit le jour, il permettrait très certainement de limiter les nuisances. Et si dans quel cas c'est pas possible et que c'est un projet qui ne verra jamais le jour, bah, je le comprends. S'il y a sûrement des raisons, c'est dommage, mais ça pourrait servir. Donc je viens de dire dans ma réponse qu'il y avait eu une réunion la semaine dernière avec le service environnement pour permettre cet accès libre aux Écossinois sous forme de promenade. Ouais, de promenade, voilà. Mais pas de baignade, c'est ce que je dis. Pas de baignade, en effet, mais ça, pour la baignade, ça s'explique de manière assez facile. C'est que pour pouvoir avoir de la baignade en eau libre, il faut un nombre d'encadrants et des normes de sécurité qui sont très élevées, et le site ne s'y prête pas du tout. D'ailleurs, quand il y a des infractions et des accès illégaux qui se déroulent sur le site, on retrouve rarement des personnes à l'eau. Au pire, elles se jettent, mais elles remontent tout de suite, mais il n'y a jamais de constat de personnes qui font de la nage pour de la nage. Soyons clairs, les personnes profitent du site, se jettent dans l'eau, et c'est ça qui est le plus dangereux, mais il n'y a pas de nage comme on peut trouver au barrage de l'Odeur, comme on peut trouver Serfontaine et autres. Après, je pense que les Bruxellois qui viennent ne viennent pas pour visiter les carrières et promener. Ok, ils se jettent vite, ce que tu veux, mais pour moi, c'est clairement pour se baigner. Et voilà. Et en effet, dans le truc écolo, dans le projet écolo, c'était pour sécuriser des baignades, etc. Pour toi, c'est peut-être pour se baigner, mais je peux te dire que pour participer aux opérations de police, quand les drones survolent la zone, il n'y a absolument personne qui se baigne au sens où on peut entendre la baignade. D'accord. Ok. Alors, la question suivante est posée par Sébastien au niveau de la remise à niveau du permis B. Je t'en prie, Sébastien. Oui, merci Xavier. Donc une formation de remise à niveau du permis B théorique pour les seniors est annoncée sur le site de la commune d'Écossines. Il est décrit ceci: vous êtes senior, écossinois et titulaire d'un permis B, mais conduire vous fait un peu peur. Le code de la route est enrichi de nouvelles normes, de nouveaux aménagements sont apparus et vous n'êtes plus tout à fait certain d'être à jour dans votre maîtrise de la législation. L'ASBL Drive-Mout, partenaire du PCS, vous propose une séance gratuite de remise à niveau des connaissances théoriques du permis B. Très emballé à l'idée de suivre cette formation, plusieurs participants se sont inscrits. Le jeudi 8 juin 2023, ces personnes sont rendues à la salle du conseil communal où devaient dispenser la formation. Ils ont dû attendre pendant une demi-heure l'arrivée du formateur qui n'est jamais arrivé. Pourquoi cette formation n'a-t-elle pas eu lieu? A-t-on recontacté le formateur quelques jours avant? Les personnes présentes à la formation étaient toutes des seniors. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu les participants que la formation est annulée? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé un mot d'excuse aux participants? Demande d'information. Merci. Je t'en prie, Muriel. Les participants étaient présents, donc on leur a transmis l'information sur place. Voilà, un accident, ça arrive. Enfin, peut-être le formateur avait la diarrhée, je ne sais pas. Non, il s'avère qu'effectivement, il y a eu un problème au niveau de la transmission de l'information au moment de l'inscription, enfin au moment de la commande de la formation, pour le dire ainsi. Notre agent a pratiqué, comme elle avait pratiqué la fois précédente. D'ailleurs, cette formation s'est déjà déroulée sur l'entité d'Écossines et a eu un grand succès. Alors, c'est bien malheureux pour les participants qui étaient effectivement présents, mais voilà, il y a eu un souci au niveau administratif. Pour notre agent, effectivement, elle a procédé de la même manière que la fois d'avant, mais au niveau de DriveMut, l'information n'avait pas été encodée. Il y a une case qui n'a pas été cochée, et donc le formateur n'était pas prévu pour Écossines. Voilà. Les participants ont été informés le même jour. Les excuses leur ont été formulées en direct, et donc ils seront réinvités à participer à une prochaine formation. Et je pense qu'une date ou un projet de date leur a d'ailleurs été communiqué déjà. La date, il est 21 septembre de 10h à 15h. Je remercie Véronique pour le travail qu'elle fait par rapport au driving. Et nous avons ici notamment quelqu'un qui avait participé lors d'une réunion. Voilà, s'il était possible d'être attentif à cela, parce que bon, je parlais encore avec des seniors le week-end dernier qui me disaient que dans le cadre du Conseil des seniors, il y avait également un intervenant qui devait venir au Conseil des seniors, qui n'avait pas été présent de nouveau, qu'il avait été reporté. Sa présence avait été reportée à plusieurs reprises, donc s'il était possible d'y être attentif à l'avenir. Merci. Oui, vas-y. Lorsque nous invitons quelqu'un, nous lui proposons la date. La personne avait dit oui et il y avait un dossier à boucler. Et donc la personne, voilà, au dernier moment, n'a pas su venir. Donc on peut comprendre. C'est toujours ennuyant, mais je pense que quand toi, tu organises aussi des choses, tout ne se passe pas comme ça. On a pu rebondir dans d'autres choses. Et voilà, il y aura un autre intervenant la prochaine fois, mais il n'y a aucun souci concernant le Conseil des seniors. Oui, parce que bon, les seniors ont l'impression, vu que ça arrive à plusieurs reprises, que c'est récurrent, quoi.
Voilà, s'il était possible d'y être attentif. Voilà, merci. Bien, la question suivante est posée par Bernard au niveau du Festival des Arts de la Rue. Je t'en prie, Bernard. Oui, donc à Monsieur Dominique Fénière. Avec le Festival des Tailleurs ou Festival phare brassant un public envisagé plus large, proposant un nouveau concept et une nouvelle gestion via une ASBL, la majorité avait la ferme intention de proposer aux Écossinois un festival accessible à tous, mais rapidement indépendant sur le plan financier. Force est de constater qu'après les premières éditions, les recettes escomptées ne sont pas au rendez-vous. Alors que la dégressivité des aides publiques communales était une condition sine qua non lors de son lancement, le festival phare n'a pas pu réduire sa dépendance aux subsides communaux. Ayant donc revu ses plans initiaux chaque année, la commune continue de débourser près de 60 000 € par an pour ce festival. Pour le groupe Ensemble, l'heure n'est pas à la disparition du festival phare, mais bien à la dynamisation de la recherche de subsides régionaux et la réduction des charges fixes pour alléger la contribution de la commune, compte tenu des difficultés financières rencontrées par notre commune. Par ailleurs, le directeur financier nous a informé ce 5 juin 2023 de l'absence de remise des pièces comptables du Festival des Tailleurs. La délibération prise par le conseil communal prévoit dans son article 2 que le bénéficiaire doit fournir pour le 31 mars 2023 ou plus tard les factures ou pièces justificatives relatives aux frais de promotion, frais artistiques, frais de matériel et assurances. Il est en outre précisé que le collège communal, assisté par son directeur financier, se chargera de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. Comment dès lors contrôler l'utilisation de la subvention si les pièces et les comptes demandés n'ont pas été transmis dans les temps? Les justificatifs ont-ils été fournis depuis lors? Demande d'information. Je t'en prie, Dominique. Je vais reprendre déjà un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, au niveau de la dépendance financière du phare, au niveau de la subvention communale, effectivement, 58 000 € ont été distribués, alloués au niveau de l'activité. Actuellement, avec l'ensemble des autres chiffres que je vous ai livrés tout à l'heure, le subside de la commune, à l'heure actuelle, reste peut-être élevé, mais ne représente plus que 40% de l'ensemble du projet. Ce qui est déjà un élément important à soulever et à dire ouvertement par rapport au fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre bien le fait que la recherche de subventions extérieures est en route. Et elle est positive dans le sens, aussi bien que la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'au niveau du centre culturel, la loterie nationale, la province. Donc il y a énormément de partenaires qui amènent leur soutien financier au niveau du festival phare. À cela, il y a les recettes qui sont la billetterie, 4 288 €. L'année passée, on ne pourrait pas dire que c'était encore une année de référence, dans le sens où le temps n'était pas de la partie non plus. Il y a eu aussi pas mal de mauvais temps le dimanche, ce qui a fait qu'il y a eu aussi un public qui était un peu restreint à ce moment-là. Mais il n'en demeure pas moins que le travail de l'équipe est important. Et je tenais à le redire aussi, avec le DJ Kai dans le groupe en tant que président de jury, c'est aussi un gage de qualité et c'est un gage de respect des normes et de respect des directives qui sont imposées, que ce soit par le contrat de gestion, dans le sens qu'en tant qu'ancien administrateur, directeur de centrale, il connaît très bien les lois. Et donc ici, les chiffres qui sont amenés ne sont pas des chiffres balancés comme ça, comme de la poudre aux yeux, parce qu'on s'est dit, on va mettre autant pour ci, autant pour là. Ce sont des chiffres francs. Et donc, peut-être effectivement que, pour moi, il y a eu des échanges depuis le mois d'avril, entre la SBL et le directeur financier, Mais malheureusement, il y a eu peut-être un moment où il n'y a pas eu le moment de rencontre, parce qu'il y avait des congés, des disponibilités qui n'étaient pas communes. Aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas eu le temps et l'occasion de pouvoir contacter notre directeur financier, parce qu'à l'heure qu'il est, il y a 1h30, je sortais des urgences. Donc, concours de circonstances de ce côté-là, et je fais mon mea culpa. Je n'ai pas l'habitude de me cacher et de lancer n'importe quoi. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de recontacter Eric pour savoir si les pièces avaient été déposées. Mais il n'en demeure pas moins que l'ensemble du travail qui est développé par l'ensemble
de l'ASBL phare est un travail de qualité. C'est un travail qui est aussi reconnu à l'extérieur. Et on peut démontrer ici que la part communale ne représente plus qu'à 40% de l'ensemble de l'activité. Et donc, la demande que vous souleviez par rapport à la recherche de subsides, elle est rencontrée. Bien, merci pour ta réponse. Ben, je comprends fort bien que vous défendiez bec et ongle ce festival qui est quand même votre bébé et qui, pour rappel, vient en remplacement du festival de blues jugé non rentable. Mais les tailleurs le sont-ils? La question est posée. Il faut se rendre à l'évidence, pour moi la réponse est non. À côté de l'affect que l'on peut avoir pour un événement, il y a la légalité de l'octroi des subsides. La subvention pour l'exercice 2021 et 2022, d'un montant de 58 000 € par an, chacun pouvait être libéré pour autant que les tailleurs transmettent les pièces justificatives relatives aux frais, etc., promotion, assurance, matériel, pour le 31 mars 2022 et 2023. Monsieur le directeur financier a été contacté et nous a bien confirmé que l'ensemble des pièces justificatives ne sont pas à ce jour en sa possession. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. 116 000 € donnés sans justificatif. Il nous revient que le président des tailleurs aurait démissionné. Pourquoi? Vous en savez plus? Par ailleurs, je termine. Par ailleurs, nous avons interrogé la tutelle à ce sujet. Celle-ci nous confirme l'illégalité des versements de subsides qui ne respectent pas la décision du conseil communal. Pour rappel, notre groupe s'était abstenu. Enfin, les autres associations qu'on embête parfois pour justifier leur compte pour des petites sommes comme 250 € par exemple, ben, ils vont apprécier cette gestion. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Je termine en disant quand même ceci, que nous ne sommes pas contre le festival, loin de là, auquel cas, aujourd'hui, on aurait pu voter contre et le subside ne passait pas. On ne l'a pas fait et on ne le fera pas. J'ai aussi entendu dans la précédente intervention que vous aviez dit que vous aviez des subsides et vous avez cité les subsides. Vous n'avez pas cité le Rotary. Est-ce qu'il était dedans? Pour moi, à ma connaissance, le Rotary a versé un subside. Moi, je ne l'ai pas dans ma liste ici. Mais de toute façon, je vais te dire, pourquoi il y a une mouvance, je vais dire, au sein du comité du phare? C'est tout simple. C'est que l'organisation du festival est énorme. Et les personnes qui sont là ont parfois leur famille qui se modifie, il y a peut-être des enfants qui arrivent, et finalement, il y a moins de disponibilité. Mais il n'en demeure pas moins que dans le staff général, les chevilles ouvrières, il y en a 2 qui sont dedans, et ce sont 2 personnes qui vivent le phare depuis 10 ans, depuis la naissance. Et je crois qu'il faut laisser aussi le crédit à DJK et à Arnaud Bourgis, qui sont les 2 chevilles ouvrières, et qui sont maintenant entourés par d'autres personnes de qualité, qui travaillent aussi, et encore, et amplifient leur travail aussi vers la recherche de subventions. Donc on essaye de trouver le maximum de subventions pour diminuer au maximum l'impact du subside communal dans le phare. Et ici, on est à 40%. Donc en fait, le subside ne représente plus que 40% de l'ensemble du festival. Et sur les pièces comptables? Ah bon, vous n'avez pas eu le temps, je sais, mais non, 2021, c'est loin. Hein. C'est pas hier. Hein. Elles seront présentées. De toute façon, ils sont en contact avec Eric. Et le point de rencontre, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu dans le sens au niveau des disponibilités des gens. Il n'y a plus d'intervention sur le point. Merci. Alors la question suivante posée par Sébastien au niveau de la décentralisation de certaines sessions du conseil communal. Voilà. Donc, question à M. Xavier Dupont, bourgmestre, décentralisation de certaines sessions du Conseil communal de demande d'information. Le programme stratégique transversal pour la période 2018-2024 présenté lors du Conseil communal du 23 septembre 2019 prévoit en page 78 ceci. Pour inciter les habitants de toute l'entité à assister aux réunions du Conseil communal, certaines de ces sessions seront décentralisées. Force est de constater que ces derniers temps, les réunions ont lieu à chaque fois dans la salle du Conseil communal située sur la Grand Place. Pourquoi ces sessions décentralisées n'ont pas encore eu lieu? Demande d'information, merci.
Bien, Sébastien, merci pour cette question. La réponse, elle est relativement simple. Depuis 2020, nous avons installé dans cette salle un dispositif permettant la diffusion en live des sessions du conseil communal et l'enregistrement de celles-ci pour une vision ultérieure. Et vu l'équipement qui est présent dans cette salle, il y a 21 micros, il y a un système d'éclairage, des caméras qui sont présentes. Il n'est malheureusement pas possible de les déménager. Souviens-toi, c'était une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas tenu les conseils communaux pendant la période de pandémie au hall polyvalent, mais en visioconférence pour permettre la diffusion de ceux-ci et permettre au plus grand nombre de pouvoir les suivre, soit en direct, soit en différé. Pour information, par exemple, sur le mois de juin, il y a eu 1400 vues de la session du conseil communal, en mois de mars 2200, au mois de décembre 2500. Globalement, c'est 1 millier de vues par session du conseil communal. Et nous avons par mois une fréquentation de plus ou moins 2000 écosinois et 1000 personnes de l'extérieur, ce qui explique les raisons pour lesquelles nous n'avons pas délocalisé de session de ce conseil communal dans d'autres salles que celle-ci. Alors tu vas me dire que ça faisait partie de la déclaration de politique générale et du plan stratégique transversal. Il faut savoir s'adapter dans la vie. Les circonstances ont fait que nous avons avancé plus rapidement que prévu sur l'installation de ce dispositif permettant la diffusion en direct des conseils communaux, et dès lors, il n'était plus possible de pouvoir y répondre. La déclaration de politique générale, c'est une déclaration d'intention à un moment donné, et lorsque l'on peut s'adapter pour offrir quelque chose qui soit meilleur à la population, eh bien, il est assez inutile de revenir en arrière, d'autant plus que les salles, on en avait fait l'expérience à la plaine de jeu de Marche-les-Écosines notamment, ne s'y prêtent vraiment pas. Si tu te souviens, lors de la mandature précédente, nous avions tenu une session du conseil communal dans cette salle, et le public était très mal installé parce que la gestion de la salle ne permettait pas de l'accueillir correctement, tandis que dans cette salle-ci, il peut participer, en tout cas écouter le conseil communal avec un certain confort, je pense, par rapport à d'autres endroits. Il y avait des gens assis sur un tabouret, etc. C'est pas les meilleures conditions pour pouvoir écouter et suivre ce conseil communal. Donc je pense que le dispositif que nous avons mis en place est plus performant et permet à tout un chacun de le suivre et de suivre les points qui l'intéressent vraiment. On sait bien que dans un conseil communal, les personnes qui suivent ne sont pas forcément et ne trouvent pas un intérêt à l'entièreté de la séance, mais les découpages qui se font après, notamment sur la chaîne YouTube, permettent d'aller chercher le point au moment le plus intéressant, ou en tout cas au moment qui intéresse la personne en question. Merci pour ta réponse. Comme tu le sais, pour certains anciens, la fusion des communes n'a pas toujours été digérée. À Marche, on est toujours marchois. Et organiser des séances du conseil communal dans différentes entités permettrait de rapprocher le citoyen de la vie communale. Et dans le PST qui avait été présenté à l'époque, les deux projets avaient été présentés et n'étaient pas vus comme incompatibles. Et donc, rien n'empêche, pour privilégier la proximité physique, de se limiter sur le plan technique au suivi basique pour la rediffusion, pour permettre d'honorer cette proposition qui avait été mise dans le programme stratégique transversal. Et alors nous avons une question d'actualité qui est également posée par Sébastien, je t'en prie. Oui, merci. Donc, question d'actualité concernant la présence des gens du voyage sur un terrain à Marche-les-Écosines. Une communauté des gens du voyage s'est installée sur un terrain à Marche-les-Écosines. Ces derniers devaient avoir quitté le terrain pour ce mercredi 28 juin à 18h. Ce lundi, les gens du voyage sont toujours présents. Il nous revient qu'ils envisageraient même de rester jusqu'au 9 juillet 2023. L'article 276 du règlement général de police précise que, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre, les gens du voyage ne peuvent stationner sur la voie publique, sur un terrain communal ou sur un terrain appartenant à une administration publique avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc., pendant plus de 24 heures sur le territoire de la commune.
Dans le règlement général de police, il est en outre mentionné que le bourgmestre peut ordonner le départ immédiat de ceux qui mettent en danger la salubrité et ou la sécurité publique, qui par leur comportement sont une source de dérangement pour la population. Les gens de voyage sont par ailleurs tenus de remettre le site en état lors de leur départ. Rappelons par ailleurs que le site sélectionné illégalement se situe dans une zone classée Céveso. Des conduites sous pression transportant des matières inflammables et explosives se trouvent sous les terrains sur lesquels se sont installés les gens du voyage. Pourriez-vous nous préciser où en sont les démarches? Quid de la remise en état du site? Qui va payer les frais de nettoyage? Pourquoi n'a-t-on pas respecté la décision prévoyant leur départ mercredi dernier? Demande d'information, merci. Merci Sébastien pour cette question. Comme tu l'as dit, le 25 mai, j'ai été amené à constater une arrivée massive de caravanes sur le territoire de la commune d'Écossines. 25 mai 25 juin, pardon. Wow. Merci. Comme quoi on écoute. Ah non, mais je suis heureux de constater que tu écoutes. On écoute toujours. Très rapidement, ces véhicules ont pris possession de plusieurs terrains situés à la rue de la Galerie. Les porte-paroles du camp ont indiqué à la police vouloir rester jusqu'au 30 juillet. Aussitôt, je les ai convoqués pour une audition administrative qui s'est déroulée le lundi 26 juin à 14h. Lors de cette audition, j'ai signifié au porte-parole du camp qu'il s'était implanté sur des terrains dont il n'était pas propriétaire et qui étaient situés à proximité immédiate d'usines classées Céveso, seuil haut, avec les risques que cela comportait. Le mercredi 28 juin, la société à responsabilité limitée Crystal Computing, propriétaire des terrains, a saisi le tribunal de première instance de Mons afin d'obtenir une ordonnance de libération des terrains occupés illégalement. Dans le cas d'espèce, l'article 276 du règlement général de police ne s'applique pas vu que les véhicules ne sont pas implantés ni sur la voie publique, ni sur un terrain communal, ni sur un terrain appartenant à une administration publique. En matière de salubrité publique, le cas est discutable, j'en conviens, mais un grand conteneur à déchets a été disposé par les responsables du camp. Celui-ci est utilisé, il est même globalement trop petit. Nous sommes actuellement en contact avec eux pour pouvoir soit le vider, soit en apporter un second. Une des règles de base en termes de maintien de l'ordre public est la proportionnalité de l'action. Les actions des forces de l'ordre doivent être proportionnées à la menace ou à la perturbation de l'ordre public. Cela signifie qu'elles doivent utiliser la force de manière progressive, en commençant par des moyens non violents avant de recourir à la force physique et seulement lorsque cela est strictement nécessaire. Force est de constater qu'à ce jour, il n'y a pas de problème de sécurité engendré par la présence des gens du voyage sur le site. Il est dès lors inutile de mettre en place un dispositif qui pourrait être perçu comme hostile et créer un phénomène d'opposition de la part du camp qui pourrait se manifester par une occupation prolongée ou des faits de violence. Il est par ailleurs inutile de mettre l'intégrité des représentants des forces de l'ordre en danger. À ce jour, il n'y a pas eu d'augmentation de faits constatés par la police et seuls 2 incidents ont pu être constatés par les forces de l'ordre mais sans délit. Nous sommes bien conscients des nuisances subies par les 2 agriculteurs qui disposent d'un droit d'exploitation sur ces terrains. C'est pourquoi, dès que les véhicules auront quitté les lieux, une commission de constat des dégâts aux cultures se réunira afin d'évaluer le préjudice subi pour, le cas échéant, indemniser les agriculteurs. Ok, nous vous remercions d'être attentifs sur ce dossier. Merci, c'était donc le dernier point abordé lors de cette session du Conseil communal. Le prochain aura lieu au mois de septembre, le 18 pour être précis. D'ici là, je souhaite à celles et... Pour l'instant, il n'y a que le 18 septembre. Et donc, je souhaite à celles et ceux qui en prennent de très bonnes vacances et une très bonne fin d'année scolaire pour les quelques jours qui restent aux enfants et aux enseignants. Bonne soirée à toutes et à tous.